Bonjour à tous, bienvenue à ce second séminaire Fair Play sur les enjeux du développement durable et de l'impact positif dans le sport. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui, chez Utopie, nous intéresse beaucoup, qu'on appelle les modèles économiques à impact dans le sport, qui vise notamment à essayer de comprendre comment, au-delà, j'allais dire, de la gestion des impacts opérationnels, des événements sportifs, des activités sportives, etc., ce qu'on appelle nous aussi la RSE, plutôt tendance 1.0, genre je minimise mes impacts négatifs, des entreprises du secteur sport essaient de faire de la crise climatique, de la crise environnementale, des enjeux du développement durable et de la transition générale, une opportunité de résilience économique, de diversification et pourquoi pas d'innovation. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons, je pense que nous voici. Donc, alors, Florent Levavasseur, qui est directeur conseil du pôle impact chez Utopie, et moi-même, évidemment, mais aussi et surtout, euh, et je les remercie d'être là aujourd'hui, Olivier Duc, qui est premier adjoint au maire de Tignes, Alizé Gardera, ils se présenteront un peu plus longuement tout à l'heure, qui est responsable RSE et responsable du fonds de dotation de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, et Marie Jaillant, qui est responsable du développement d'Inspiring Sport Capital, mais aussi directrice exécutive de Global Sports Week, qui est une sorte de forum pour les acteurs du sport sur la transformation du secteur. Donc, on est totalement au cœur du sujet. Je vais faire une rapide introduction sur ce que sont que ces business models à impact et expliquer pourquoi ils nous semblent pertinents dans le domaine du sport, en vous donnant peut-être quelques exemples, et on passera quand même assez vite au dialogue avec nos invités pour voir comment transformer son business model dans le secteur sport. Et on essaiera de garder des questions. C'est là, normalement, qu'il me faut vous dire qu'il y a un onglet qui s'appelle Q&R sur Zoom. Et dans cet onglet, vous pouvez, dès maintenant et tout au long du webinaire, poser vos questions, car les réponses ne viendront pas dans le Q&R, sauf si elles sont vraiment très pratico-pratiques. On en prendra un temps pour y répondre avec nos invités à la fin du débat. Voilà. Merci beaucoup. Si on peut passer à la slide suivante, Florent, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. À la base de ce questionnement, alors ce questionnement en réalité sur les business models à impact, il est valable dans le secteur sport, mais il est valable dans à peu près tous les secteurs de l'économie. Je vais en reparler parce que c'est le sens du projet de recherche qu'on mène avec Bilab, l'association qui a créé le label Bicorp. Et j'y reviendrai aussi, qui consacre une grosse partie de son travail à cette question de la transformation des modèles économiques. Mais en gros, le problème de base dont toute cette réflexion part, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les limites de la RSE. C'est-à-dire qu'on sait que sur beaucoup où la RSE telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire que si on se contente de limiter ces impacts opérationnels sur le climat, sur les déchets, dans la supply chain, etc., on reste dans la plupart des cas, il faut le faire, c'est nécessaire, mais on n'est pas, si je puis dire, à la hauteur des enjeux radicaux que l'époque nous pose, clairement pas à la hauteur des enjeux climatiques. Je rappelle que la seule fois où on a atteint ces dernières années la réduction des émissions globales qu'il nous faut atteindre chaque année jusqu'en 2050 si on veut respecter l'accord de Paris. Donc cette réduction, elle est de -7 à -8%. Et bien la seule fois où on l'a atteint, c'était en 2020, et on l'a atteint, vous comprenez bien pourquoi, parce qu'on a arrêté les activités humaines à la surface du globe pendant quasiment un trimestre. Et l'année d'après, elles sont reparties à la hausse, plus 6%, de mémoire l'an dernier, plus 1, etc., etc. Et donc, la difficulté et le challenge auquel on se trouve, c'est d'introduire dans le fonctionnement des activités humaines, dans le fonctionnement de nos entreprises, une disruption
si j'ose dire, équivalente à ce que le Covid a amené dans nos vies, avec une difficulté supplémentaire, c'est que le Covid, c'était un temps court. On savait que ça allait passer, on a fait des efforts, etc. Là, vraisemblablement, les transformations dont on parle sont des transformations longues, qui nous sont dictées par les enjeux, puisque le climat, comme vous le savez, est un enjeu sur le temps long et qui nous vient d'ailleurs du temps long. Et donc, le point fondamental, c'est de dire, s'il n'y a pas de route business as usual ou même RSE as usual qui mène à la neutralité climatique en 2050, il faut introduire plus de rupture, plus de radicalité sans doute dans la façon dont on transforme nos entreprises et leur fonctionnement. La raison fondamentale derrière tout ça, c'est que le fonctionnement actuel de nos entreprises, la façon dont on mène les activités humaines, à date, sont incompatibles avec les enjeux climatiques, mais les limites planétaires plus généralement. Et cette incompatibilité, elle ouvre beaucoup de transformations nécessaires vers un sport qui pourrait être demain, en 2030, en 2040, en 2050, décarboné et à impact sociétal positif. Dans les points de friction qu'on remarque aujourd'hui, pour révéler ça, il y a clairement la question du sponsoring. On le voit, nous, on travaille pas mal dans le secteur de la culture. Il y a exactement le même problème. Je parlais hier des manifestations d'ONG et d'activistes qui avaient forcé le Tate Museum à Londres à cesser de travailler avec British Petroleum, qui était son sponsor principal, son mécène principal depuis 30 ans. Donc, ce phénomène émerge évidemment dans le sport. On l'a vu récemment avec le débat autour de l'UTMB, mais beaucoup d'événements sportifs sont évidemment la cible, en tout cas, de ces interrogations, de ces questionnements fondamentaux sur l'impact, l'enjeu, le fait de savoir si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, etc. etc. On a aussi évidemment des gros événements internationaux, des grosses compétitions internationales qui impliquent nécessairement, j'ai envie de dire, des transports très carbonés, des sportifs d'une part, et souvent des spectateurs de l'autre. Évidemment, après, dans le fonctionnement des événements, des compétitions, une très grande dépendance aux importations. On a dit trop forte ici, je ne suis pas sûre qu'elle soit plus forte dans le sport en réalité que partout ailleurs. Mais typiquement, on sait que le secteur de l'hospitalité, par exemple, les hôtels sont très dépendants des importations, quelle que soit la région qu'on regarde dans le monde, et pour quasiment tout, c'est-à-dire les matériaux de construction, le linge, les draps, les serviettes, ou que sais-je, et évidemment l'alimentation. Donc ça se retrouve sans surprise. C'est le fonctionnement de notre économie mondialisée. Ça se retrouve évidemment dans les événements sportifs. Voilà. Et puis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si le traitement, à nouveau, il y a plus d'audace, a priori, dans le sport. Donc, je ne sais pas s'il est plus timoré qu'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le traitement des enjeux RSE, en mode RSE 1.0, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en mode je repère où sont mes impacts négatifs et j'essaie de les réduire un peu pour montrer que je suis quand même un good guy ou une good girl. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et en tout cas, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Donc, c'est de là qu'on part pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et ne travailler pas que sur la maîtrise des impacts opérationnels des activités, mais essayer aussi de travailler plus en profondeur, en fait, sur la transformation des modèles d'affaires, ce qui suppose d'abord de les comprendre et ensuite de les faire évoluer. Pour travailler sur ces sujets, on a lancé, je le disais, avec le label Bicorp en France, un programme de recherche. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens parlent de modèles d'affaires, de transformation des business models, etc., mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Avec Bicorp, l'avantage, c'est qu'on a un référentiel qui intègre cette dimension assez fortement, je vais y revenir, et qui a été utilisé
par 7000 entreprises dans le monde qui sont les entreprises certifiées B Corp. Donc, tout secteur confondu, ça veut dire que, j'y reviendrai, quand on en cherche qui sont dans le sport, on en trouve. Donc, comme quand on en cherche qui sont dans n'importe quel secteur, d'ailleurs, on en trouve toujours. Et les notes des entreprises certifiées B Corp sont publiques et transparentes. Ça veut dire qu'on sait, quand on regarde le score d'une entreprise certifiée B Corp sur le site de bcorporation.net, vous avez une espèce d'annuaire qui vous donne toutes les entreprises. Vous pouvez d'ailleurs les chercher par secteur et qui vous donne surtout leur score. Et dans le score, on a le détail par, je vais y revenir, grande zone, grand domaine d'impact. Et sur chaque domaine d'impact, on a aussi la note qui correspond au business model. Donc, c'est une base de... Donc là, on a un référentiel qui essaie d'objectiver ce que c'est qu'un business model à impact, mais on a aussi une base de données d'entreprise dans laquelle on peut chercher, si on se dit, tiens, on cherche une entreprise qui serait très, très forte sur tel ou tel business model à impact, et bien on peut la trouver, l'identifier, essayer de l'analyser, comprendre qu'est-ce qu'elle fait pour avoir autant de points sur tel ou tel aspect, etc. Et par parenthèse, le questionnaire B Corp, le B Impact Assessment, BIA, a été utilisé déjà et utilisé au quotidien par 250 000 entreprises dans le monde qui l'utilisent pour s'auto-évaluer. Donc, ça dit quelque chose quand même sur la robustesse de la chose, y compris sur la partie business model à impact. En France, pour mémoire, on est un peu plus de 300 entreprises certifiées. Il y en a à peu près autant qui sont en attente de leur certification, dont certaines dans le domaine du sport d'ailleurs. Mais il y a un peu plus de 10 000 entreprises qui utilisent le questionnaire pour s'auto-évaluer. Voilà. Alors, mais généralement, les entreprises d'ailleurs qui sont certifiées ou qui utilisent le questionnaire ne savent pas complètement ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire comment il est organisé et notamment à quel point il intègre cette question des modèles d'affaires à impact. Dans le questionnaire B Corp, non, reviens en arrière s'il te plaît Flo, pardon. Vous avez 200 questions dont la moitié porte sur ce qu'on appelle les impacts opérationnels, c'est-à-dire la gestion quotidienne des activités. Et ça, c'est réparti en 5 domaines d'impact que vous avez là, les clients, enfin la gouvernance d'abord, on va dire. Ensuite, les collaborateurs, la collectivité, l'intégration dans les communautés, la partie environnementale et les clients. Ça, c'est les impacts opérationnels. Et c'est ce qu'en général, on ne sait pas, parce que le questionnaire B Corp, il a des tiroirs avec des questions filtres. Si vous répondez non à une question filtre, vous ne voyez pas tout ce qu'il y avait dans le tiroir derrière. Mais quand on déplie complètement le questionnaire, comme on le ferait avec un cerf-volant, on s'aperçoit que 50% des questions en réalité du questionnaire B Corp portent non pas sur les impacts opérationnels, mais sur les modèles d'affaires à impact. Et l'autre chose intéressante à savoir, c'est que les questions qui portent sur les modèles d'affaires à impact, et je vais détailler un tout petit peu ce que c'est juste ensuite, ces questions, le gisement de points correspondants, c'est le double des points qu'on a sur les impacts opérationnels. Autrement dit, c'est vraiment là-dessus, en réalité, que le questionnaire met l'accent. On peut être certifié en étant très bon sur les... S'il y a 200 questions, un peu plus, ça vous donne une note sur 200 points, et il faut 80 pour être certifié. Vous pouvez avoir les 80 points uniquement avec de la gestion d'impact opérationnel très rigoureuse. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui sont les mieux notées par le BIA, donc Patagonia est à 152 pour info, mais donc on a des entreprises, aussi incroyables que ça puisse paraître, qui sont au-delà de Patagonia. Et toutes celles qui sont dans ces eaux-là, c'est-à-dire entre 150 et voire même entre 120 et 200, sont des entreprises qui ont toujours beaucoup de points sur les modèles d'affaires à impact de manière assez claire. Alors, un modèle d'affaires à impact, c'est quoi dans le questionnaire de B Corp? Il y a 23 business models à impact que vous avez là. Alors, il y en a en fait dans chaque catégorie de comment dire, de domaine d'impact, dans chaque domaine d'impact. Donc, vous en avez un sur la gouvernance qui est un peu l'équivalent de devenir société à mission. Je vais faire rapide. Donc, si vous intégrez une mission, une raison d'être dans vos statuts avec des objectifs et un certain nombre de textes que B Corp vous demande de mettre, ça vous donne automatiquement ou quasiment ce business model-là. Vous en avez un, de manière générale, les business models à impact, les 23,
ils sont notés sur 30 points et l'un sur 60. Donc, vous imaginez le gisement de points qu'il y a derrière. Vous en avez dans le domaine, sur le domaine des collaborateurs. Il n'y en a pas tant que ça, mais en fait, ils sont quand même assez marquants. Il y en a un, le premier vraiment sur le modèle coopératif et l'actionnariat salarié, et un autre sur vraiment la politique ciblée d'embauche, de formation, de développement professionnel de personnes qui sont chroniquement éloignées de l'emploi. Bon voilà, donc après vous en avez évidemment sur la communauté, il y en a un qui est la contribution au développement économique local, par exemple, de manière très basique, qui regarde si la propriété de l'entreprise notamment, et dans quelle mesure elle est liée à la communauté dans laquelle se développe cette entreprise. Vous en avez évidemment sur l'environnement, notamment certains qui regardent si les produits ou services contribuent au développement des énergies renouvelables, particulièrement, si les produits ou services contribuent à préserver et restaurer la biodiversité, etc., etc. Si les produits et services contribuent à l'éducation, à l'environnement, bon, enfin, il y en a pas mal, 23 au total. L'avantage, c'est qu'ils sont prédéfinis. Donc, on sait de quoi on parle et il y a des critères derrière, des points derrière. C'est pas fumeux, genre nouveau modèle économique. Donc, même si c'est pas parfait, inévitablement, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça permet vraiment de qualifier ce qu'est un business model à impact. Quelques exemples. Alors, il y a aussi des critères des business models à impact que je n'ai pas détaillés, qui étaient sur les slides tout à l'heure, mais notamment, on demande à ce qu'ils soient spécifiques, le business model à impact. C'est le sujet sur lequel les auditeurs de Bicorp sont les plus exigeants, et c'est les points que les entreprises qui s'auto-évaluent à la base perdent le plus facilement lors de l'audit, parce qu'on demande vraiment que vous prouviez que vous avez un impact positif. Ce que cherche Bicorp, c'est quelque chose de rare, qui ne soit pas une pratique générale du secteur. Non, c'est bon, Florent, reviens au... rare et évidemment mesurable, prouvable, quantifiable. Donc, c'est souvent assez compliqué. Et notamment quantifiable de manière significative dans votre offre, c'est-à-dire à chaque fois que vous revendiquez un business model, on va vous dire mais de quelle part de votre chiffre d'affaires ou quelle part de vos achats est concernée. Et si c'est 1% de votre chiffre d'affaires ou de vos achats, eh bien, vous aurez 1% des points, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, l'enjeu, c'est vraiment l'ampleur, l'amplitude de l'impact qui est recherché dans cette catégorie-là. Quelques exemples de Bicorp dans l'univers du sport ou de Bicorp, de bientôt Bicorp. Il y a une marque au Danemark qui s'appelle Vandane, qui fabrique des vêtements de sport exclusivement à partir de déchets recyclés, en mettant en place, de surcroît, un modèle de consigne par lequel les clients peuvent retourner leurs vêtements, qui sont évidemment transformés en nouveaux vêtements, moyennant un prix de la consigne qui leur est remboursé quand ils renvoient les vêtements, qui leur permet d'acheter de nouveaux vêtements, etc. Donc, il y a un système assez rodé là-dessus. Comet Skateboard aux États-Unis, qui est, ah oui, parce que je n'ai pas dit qu'on avait, je vous le mettrai dans le chat, mais il y a un certain nombre de notes qu'on a publiées avec beaucoup d'exemples sur ces business models à impact dans le cadre de ce programme de recherche. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat quand j'aurai fini de parler, et vous verrez notamment les notes là, Best for Climate, Best for Biodiversity, qui sont les notes qu'on a publiées pour documenter cette histoire de business model dans différents secteurs. Donc, Comet Skateboard, c'est un peu la même chose que Vandane, mais sur des skates, c'est-à-dire qu'ils produisent des skates à partir de matières recyclées, de chutes. Ils se sont même installés à côté d'une usine qui exploite du bois pour utiliser les chutes de production à partir de matières labellisées qui sont toujours labellisées FSC notamment. Renewable, qui est une entreprise hollandaise qui produit des balles de tennis et de padel qui sont 100% recyclés, sauf la feutrine, qui est de la feutrine bio qui est ajoutée. En tout cas, ils collectent, et à chaque fois, des modèles économiques hyper intéressants sur la mise en place de plateformes de récupération de ce qui leur sert de matière première, donc les balles dans le cas de Renewable, mais du bois dans le cas de Comet, pour gérer eux-mêmes, si j'ose dire, la fourniture de leurs matières premières. Il y a des business models autour de la location. Basically, au Danemark, est une entreprise qui loue, répare, entretient des vélos pour les Danois, mais qui aussi fait de la collecte de vélos qu'elle répare et qu'elle expédie au Mozambique pour, là c'est vraiment plus la dimension non-profit,
et c'est un business model important dans Bicorp d'ailleurs, le fait de mettre son activité au service de la réponse aux besoins des plus démunis. Et là, en l'occurrence, ils amènent les vélos au Mozambique, où ils créent à la fois une activité économique d'entretien, de maintenance, de réparation des vélos, où ils mettent des vélos à disposition, notamment des enfants pour aller à l'école, etc., etc. Bon, il y a vraiment plein d'activités que je n'ai pas vraiment le temps de développer. Bike Club en Angleterre, qui est un système d'abonnement qui, de la naissance de votre enfant quasiment, ou du moment où il s'est marché, au moment où il a 18 ans, vous permet de changer de vélo en continu au fur et à mesure évidemment, que votre enfant grandit, de l'évolution de sa taille et de ses compétences de cycliste. Et puis, pas mal de choses sur les événements. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Hood to Cast aux États-Unis qui organise des événements sportifs et notamment beaucoup des randonnées, des trails, etc., qui traversent des régions, donc qui s'efforcent en passant de valoriser le patrimoine local des zones qu'elles traversent, de faire fonctionner l'économie locale, etc. Vous voyez qu'ils ont 16 points sur le développement économique local sur les 30 qui sont disponibles ici. Et puis, nous, on aime bien le club de Forest Green Rovers, qui est en réflexion pour redevenir Bicorp. Ils en ont parlé plusieurs fois, qui est un club de foot anglais, particulièrement engagé sur les questions environnementales et qui a annoncé, là, il n'y a pas très longtemps, la création d'un éco-parc dans lequel il y aura à la fois un nouveau stade en bois, évidemment, normes bas carbone de construction, d'opération, etc., pour le club, mais aussi une espèce de parc d'activités rassemblant des entreprises du secteur sport ou pas, mais très engagées sur l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment ce sujet-là qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, de creuser avec nos invités, comprendre comment on peut développer ces modèles d'affaires à impact dans le secteur sportif, qu'il s'agisse d'orienter sa mission vers un impact positif, de travailler sur la création de valeur, sur une autre création de valeur et aussi sur une autre répartition de cette valeur, de diversifier l'activité et les usages, de mobiliser son écosystème et notamment sa supply chain, d'innover en gros avec ces modèles d'affaires à impact. Et Florent, je te cède la parole. Merci Elisabeth pour cette belle introduction creusant le sujet Bicorp et les IBM. Je vais rapidement donner la main à Alizé qui va nous raconter un petit peu l'histoire du club de rugby, puisque c'était une des premières entreprises en France à être société à mission dans le milieu sportif. Et donc on a une demi-heure de discussion ensemble. Merci beaucoup Alizé, si tu peux nous raconter ton rôle et puis ce parcours. Oui, alors pour me présenter du coup Alizé Gardera, je suis responsable du coup RSE et du fonds de dotation de l'aviron Bayonnais Rugby Pro. On est passé en décembre 2021 suite au vote favorable des actionnaires en tant que club à mission, donc entreprise à mission. C'est pour faire dans un ordre un peu chronologique une suite logique de notre engagement et de notre travail sur ces dynamiques RSE dont j'ai pu entendre un peu avant quelques exemples. On a créé en 2018 un fonds de dotation, donc un organisme juridique détaché qui est un peu aux mêmes bases et similaire à une fondation et un organisme qui a pour seul but de mener des projets sociaux, sociétaux, environnementaux. Ça a été un peu le premier pied à l'étrier, si on peut dire, sur lequel on a engagé des éléments RSE, où on a découvert cet engagement d'entreprise. Petit à petit, on s'est rendu compte que les besoins autour du fonds de dotation étaient réels et présents et nombreux, ce qui nous a amené à avoir quand même un fonds de dotation qui a vite pris ses marques et eu une activité assez importante. Actuellement, le fonds de dotation existe toujours et sur une année civile, on est sur à peu près 45 projets sociétaux, socio-environnementaux, pardon, qui sont menés par an. Donc ça a été un premier pas. Le club s'est vite rendu compte aussi que le fonds de notation ayant aussi ses axes privilégiés, le club avait aussi un devoir d'action dans son activité, dans ce travail, ce qui a appelé après à avoir une stratégie RSE. On s'est rendu compte qu'on avait quand même un premier travail qui était fait sans s'en rendre compte au sein du club sur plein de domaines différents, ce qui nous a amené après à
à partir de ces bases et pouvoir développer notre stratégie et se poser la question de comment on peut prendre à notre tour, un peu comme l'avait eu le fonds de dotation, un engagement sur la partie RSE et vraiment sur l'activité du club. On s'est questionné autour de labellisation, de certification, au-delà de Bicorp, sur plein de sujets différents, que ce soit des normes ISO ou des choses bien plus spécifiques à des clubs ou à des entreprises sportives. Et on a fait le choix parce qu'avant de partir sur une démarche de certification et de labellisation, on souhaitait se concentrer et travailler sur notre activité et nos parties. Et du coup, on a, dès 2021, commencé à travailler sur la construction de cette stratégie RSE, sur cette construction de l'engagement, les objectifs de l'entreprise à mission. Les engagements de l'entreprise à mission demandent à ce qu'il y ait une rencontre et des échanges avec les parties prenantes, justement pour pouvoir évaluer les besoins, au-delà des besoins purement RSE, si on doit les dire, des besoins en général de ces parties prenantes. Ça a été un travail un peu de veille, de fond, de construction avec la direction du club, avec toutes ces parties prenantes. Peut-être qu'Alizé, on reviendra sur justement cette question des parties prenantes dans un Ouais. second temps. Si, Bon, comme pour ça rester me dans le cadre. Voilà, comme ça me permettra de faire aussi, de donner la parole à Marie et Olivier là, qui doivent s'impatienter pour pouvoir aussi raconter leur histoire. Et par exemple, Marie, au sein de ISC et ton rôle chez Global Sport Week, ça serait intéressant d'avoir une rapide introduction pour voir voilà, comment tu comptes impulser la notion d'impact au sein d'ISC, par exemple. Oui, merci beaucoup Florent. Mon rôle côté d'ISC, c'est assez récent puisque j'ai rejoint ISC en juillet seulement et ça prouve aussi que ISC rentre dans cette démarche d'ajouter l'impact dans les activités. Pour vous expliquer rapidement, ISC, du coup, c'est une société d'investissement qui est dédiée à 100% à l'industrie du sport, qui a été créée par deux entrepreneurs pionniers du sport business et du marketing sportif qui ont eu une très longue expérience et qui ont décidé de s'investir dans l'investissement dans le sport il y a quelques années avec une démarche très hands-on, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement investir dans les entreprises, mais ils vont vraiment s'impliquer aux côtés des dirigeants pour apporter un accompagnement stratégique, un accompagnement opérationnel pour faire évoluer les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et on pourra y revenir un petit peu plus tard, cette évolution, elle se fait évidemment dans une direction qui va vers plus de sens, plus d'impact, plus de durabilité, puisque pour vous donner quelques exemples, les entreprises du portefeuille d'ISC sont par nature impactées par tous les changements qu'on a évoqués tout à l'heure. Je vais vous donner trois verticales. Il y en a une qui est le golf. Donc le golf, c'est un des sports qui est le plus consommateur en énergie, notamment en eau, pour pouvoir avoir des greens de golf très verts et qui pourtant fait beaucoup de choses pour pouvoir faire des progrès. Au sein des activités de PGC Group, on a des démarches qui servent justement à pouvoir aller vers des pratiques plus durables et plus responsables. On a une grosse verticale qui est sur la voile aussi, avec un chantier naval qui s'appelle CDK Technologies et qui crée des bateaux qui participent à la fois à la course au large et qui servent des innovations qu'on va pouvoir mettre en place dans la course au large avec la recherche de performance, qu'on va pouvoir dupliquer et étendre au transport maritime au sens large. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Et une troisième verticale, et je pense que Olivier pourra en parler au mieux que moi, qui est avec le groupe Millet-Lafuma, donc qui sont nécessairement impactés par toutes les transformations de la montagne. Et au-delà de ça, au-delà des entreprises du portefeuille, les fondateurs d'ISC ont créé en 2019 Global Sports Week, qui est un événement qui rassemble chaque année l'écosystème du sport international en France pour pouvoir les rassembler, pour pouvoir les mettre autour de la table et donner la parole aux acteurs du sport qui ont des démarches qui, pour la première édition en 2020, étaient parfois un petit peu précurseurs et qui maintenant se développent de plus en plus
Et le but avec la Global Sport Week, c'est vraiment de donner la parole aux acteurs, de mettre le doigt sur les grands enjeux de transformation du sport et tous les sujets finalement qu'Elisabeth a évoqués tout à l'heure. Et au sein de Global Sport Week, on a notamment 3 programmes qui font particulièrement sens. Il y en a un qui s'appelle le Global Sport Week Social Booster, qui met en avant des projets sociaux et sociétaux qui répondent à des enjeux des Nations Unies, qu'on source à travers le monde et puis à qui on donne l'opportunité de pitcher pendant l'événement. On a un programme qui est dédié aux startups innovantes et aussi un programme qui s'appelle les Young Sportsmakers, qui sont des jeunes de 18 à 25 ans qu'on estime être les futurs leaders du sport et à qui on donne la parole sur scène. Excellent, merci Marie pour ce tour d'horizon rapide de tes activités. Donc la perche est rapidement tendue à Olivier sur la montagne, sur les enjeux des stations et comment voilà, se concrétisent ces démarches de transformation rapide des stations haute altitude pour ce qui te concerne. Ouais. Merci Florent, bonjour à tous. Effectivement, la montagne, de fait, elle est questionnée sur son avenir. On en entend souvent parler du fait du réchauffement climatique, des difficultés d'enneigement, de l'évolution des glaciers. Et Tignes, même si Tignes est en haute altitude, évidemment, on est concerné par le sujet. Alors, je vois la diapositive affichée. On a le glacier de la Grande Motte qui est situé à 3400 mètres d'altitude, sur lequel on faisait il y a 20 ans du ski 365 jours par an. Et aujourd'hui, évidemment, cette pratique n'est plus possible comme avant. Ce glacier se retrouve dans notre logo. C'est un peu le symbole pour nous de ce réchauffement climatique dont on est victime en premier lieu, mais pour lequel, en tout cas, on a envie d'agir à notre niveau pour pouvoir le réduire et nous adapter. Donc, voilà, ça c'est voilà, une petite introduction. Moi, je suis donc premier adjoint en charge de la vie économique et de la transition du territoire. Alors, la sémantique a son importance parce que au moment des élections en 2020, on parlait de développement durable. Évidemment, c'est pas du tout un gros mot parce que c'est encore très compris par la majorité des gens, mais l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une transition sur laquelle on s'est engagé. Voilà, la montagne doit évoluer, Tignes en particulier. Et donc, on a récemment là, établi un document, une stratégie de transition 2030, donc en se disant comment on imagine et on crée la montagne qui sera durable pour les prochaines décennies. Voilà, donc effectivement, l'idée, c'est que ça ne se fasse pas. On n'a pas un effet cliquet en 2-3 ans pour faire évoluer les choses. C'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, le chemin, il est écrit, tracé. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler juste rapidement l'émergence de la stratégie de transition, sa gouvernance, comment elle a été, si elle a été définie par juste 3 personnes dans le village ou s'il y a une démarche plus collaborative? C'est vrai que la difficulté dans une commune, c'est que nous, on est autorité organisatrice, comme on dit, mais par contre, on n'est pas les acteurs de tout l'écosystème. Donc, un des enjeux, c'est de réussir à mobiliser tout l'écosystème dans la même direction. Donc, ça implique Tignes Développement, qui est la structure qui gère tout le projet touristique de Tignes, qui représente tous les accueils, offices de tourisme, la gestion des infrastructures touristiques, centres sportifs, etc. Donc, et dont je suis le président, donc ça tombe bien, voilà, parce que ça c'était plutôt facile. Mais le gestionnaire des remontées mécaniques, le régie des pistes, les régies électriques, et surtout, ce qui est plus complexe, c'est tous les acteurs socio-économiques qui sont privés, qui ont leurs contraintes qui, dans l'absolu, évidemment, sont évidemment sensibles, en tout cas interrogatifs par rapport à ces questions-là, mais qui ont forcément des visions différentes. Voilà. Donc, il faut réussir à embarquer tout le monde. Donc, cette stratégie, elle a été donc prioritairement établie justement avec voilà, la commune et les satellites de la commune que j'ai évoqués. Et l'enjeu, c'est maintenant de le convertir et de le déployer aussi auprès de l'ensemble du secteur privé. Merci Olivier, c'est important d'avoir le retour d'expérience de cette gouvernance parce que c'est évidemment, ça doit embarquer tout le monde pour pouvoir être efficace. Donc l'exemple de Tignes est très intéressant de ce point de vue-là.
Maintenant, je vais redonner la parole à Marie, en fait, juste pour, puisqu'on a introduit ce webinaire sur les enjeux d'IBM, sur la création de valeur, sur la diversification quelque part d'usages ou d'activités, et c'est d'innover pour amener à différents projets. Peut-être que tu peux nous dire, Marie, sur tes futurs engagements, les futurs projets pour ISC. Est-ce que la manière d'aller trouver des entreprises dans lesquelles investir, ou quel type d'incentive vous avez déjà mis en place pour évaluer ces changements de modèle progressifs? Voilà. Oui, tout à fait, merci Florent. Alors, c'est vrai que ISC n'a pas historiquement fléché spécifiquement ses décisions d'investissement sur les critères RSE, bien que Lucien et Laurent, du coup, qui sont les deux fondateurs, ils sont très sensiblement attachés, et c'est des choses qu'ils regardent de manière macro quand ils évaluent une entreprise. C'est-à-dire qu'ils regardent bien évidemment la rentabilité économique, la rentabilité financière et les performances à espérer d'une société qu'on va pouvoir acheter. Mais on regarde aussi le secteur d'activité dans lequel se situe l'entreprise, l'état de santé, entre guillemets, de ce secteur et le potentiel d'évolution, la place de l'entreprise en particulier dans ce secteur et la capacité qu'on va avoir en investissant, donc c'est-à-dire en mettant des moyens financiers, mais aussi des moyens stratégiques de marketing, de transformation opérationnelle, de pouvoir faire évoluer l'entreprise vers une meilleure direction, si je peux dire. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Maintenant, c'est vrai qu'il existe de plus en plus des fonds à impact qui investissent spécifiquement sur des critères bien définis, alors des critères ESG, les critères RSE. C'est pas encore notre cas, mais c'est une des missions qui fait partie de la feuille de route de mon poste, qui a été créée très récemment, de réfléchir à quels critères on pourrait se donner pour pouvoir évaluer de manière beaucoup plus spécifique les entreprises qu'on observe dans nos potentiels investissements. Ouais. Mais il y a aussi des choses qu'on a mis en place déjà au sein des entreprises du portefeuille qui concernent les managers et les dirigeants de ces entreprises. Ils ont des incentives à la fin de l'année qui dépendent de critères financiers, mais aussi de performances extra-financières. Et donc, c'est la capacité que va avoir une entreprise comme Millet, comme CDK, comme PGC dans le Golfe, à pouvoir mettre en place des mesures de réduction des déchets, de responsabilité énergétique, de l'équilibre homme-femme dans les instances dirigeantes, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà mis en place dans l'intégralité des sociétés en portefeuille. Ok. Ce qui est intéressant, c'est les marqueurs qui montrent l'évolution des capacités de financement, des investissements. Je discutais avec un ami il y a quelques jours qui est dans un fonds d'investissement dans le tourisme. Il expliquait qu'il screenait déjà les sociétés qui étaient trop exposées au transport international. Quand il y avait trop d'avions, entre guillemets, dans le business model de l'accueil du tourisme, c'était un peu un red flag ou un drapeau orange. Et c'est vraiment des marqueurs, des signaux faibles, en fait, d'une transformation petit à petit de ces interrogations des modèles économiques. Et à ce titre-là, Olivier, vous aviez, en préparant le webinaire, il y avait une bonne, cette action qui nous a aussi marqué dans ton discours, hein, sur la démarche marketing. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Effectivement, dans une des actions, des engagements pris par la commune, ou des renoncements, en tout cas qui est assez emblématique et qui n'a pas été la plus simple à faire passer, parce qu'effectivement, ça interroge. Il y a l'idée de dire que on recentre notre politique de commercialisation au seul périmètre européen. Voilà, alors, ça vient du fait qu'on a fait un diagnostic précis notre impact carbone avec Utopie. Et du coup, effectivement, la mobilité de nos vacanciers, ça reste le point numéro un en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et de loin. Et là-dedans, on se rendait compte que 8% des vacanciers intercontinentaux représentaient 38% de ces gaz à effet de serre. Donc, voilà, il fallait absolument réduire cette part-là pour pouvoir avoir un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, voilà. Ce qui ne veut pas dire que tout va s'arrêter du jour au lendemain, mais en tout cas, la station de Tignes ne va plus faire d'efforts pour aller chercher des clients. Voilà, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde. Voilà, les efforts vont se concentrer plutôt sur des périmètres plus proches, alors régionaux en numéro un, mais
Mais évidemment qu'on ne peut pas se contenter de la clientèle régionale ou nationale, donc on a des clientèles internationales, mais donc anglaise, belge, néerlandaise, et on va beaucoup plus travailler la clientèle suisse et allemande, qui est, entre guillemets, celle aussi de proximité. Voilà, donc ça, c'est Et un si je engagement te, fort. merci, si je te laisse toujours la parole, Olivier, sur la description de ces actions mises en place en local, c'est-à-dire pour maintenir l'activité de la ville, du village au long cours sur l'année. Qu'est-ce qui est entrepris sur la diversification de l'activité et des usages dans la station? Alors, la particularité de Tignes, je l'ai évoqué en introduction, c'est qu'en fait, on parle de tourisme 4 saisons. En fait, on y était avec le ski. Donc, en fait, on va dire qu'historiquement, Tignes a toujours vécu un peu à l'année. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maintenir effectivement cette activité à l'année, mais sans le ski. Donc, c'est un sacré casse-tête. Alors, pas sur toutes les saisons. Sur l'été, on va dire, l'activité estivale, on a fait notre mutation ouais, il y a une vingtaine d'années. Et l'apparition du vélo, en tout cas, a redonné un coup de jeune à la montagne. Et on sent qu'il y a une appétence de la nouvelle génération pour la montagne l'été qu'on essaye de développer aussi voilà, à notre niveau. Donc sur la saison d'été, en tout cas, une saison majeure parce qu'elle va venir vraiment contrebalancer la saison d'hiver et dans la logique d'emploi à l'année, l'idée, c'est pas forcément de créer plus d'emplois l'hiver, mais par contre que les emplois d'hiver puissent également avoir une raison d'être l'été. Après, là où on a le plus de difficultés, c'est l'automne, parce qu'on on ouvrait glacier, on va dire, dès début octobre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, on perd 6 semaines, 6 à 8 semaines d'activité en automne. Et là, l'alternative est plus complexe. Alors, on développe tout ce qui est mise en avant du patrimoine naturel, historique, même industriel, parce qu'on a le barrage de Tignes qui est relativement connu et qu'on essaie de valoriser aussi. Tout ce qui est stage de préparation sportive, séminaire, c'est tout des pistes qu'on explore de manière voilà, les plus exhaustives possible. On sait aussi que Tignes, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. On a des scientifiques qui sont bien intéressés par notre milieu à 2100 mètres, étudier l'évolution des forêts, des glaciers, du lac de Tignes également, qui est un joyau, mais dont on essaye d'anticiper l'évolution avec le réchauffement climatique. Les marmottes, on a toute une batterie de scientifiques qui étudient les marmottes, donc il y a tout cet aspect scientifique également qu'on essaie Ok. de mettre en avant pour diversifier. Excellent, merci Olivier de cette description. Donc on passe des marmottes au ballon de rugby. Je passe la balle à Alizé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de la même manière qu'Olivier, là, la recherche de diversification d'activités qui est propre hein, à ces modèles économiques. Quel est votre parcours, vos projets? Quels sont vos projets sur cette diversification d'usage? Vous avez un stade au centre de Bayonne. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous ces programmes? Oui, le club et le stade Jean Daugé est un peu comme peut l'être Marseille avec l'OM, un stade de centre-ville. Donc, de nature et du passé, on a toujours été en lien avec bon, les collectivités, ça va de soi, mais avec le cœur de ville, avec ses activités. Le développement du club s'est axé sur au-delà du sportif, justement pour pouvoir gagner en visibilité, pouvoir offrir autre chose, puisque si on doit s'atteler à juste se cantonner au moment sportif, ça représente 13 ou 14 temps forts pendant notre saison sportive. Donc, on a développé cette visibilité à ce niveau-là, et notamment sur la diversification des activités, puisque depuis bientôt 2 à 3 ans, on a une activité qui s'est développée au niveau de l'événementiel avec l'évolution du stade vraiment au niveau des infrastructures, pour proposer dans le cœur de ville, dans le centre-ville de Bayonne, avec toutes les commodités autour, des salles de réunion, des salles de séminaire, des événements ou en tout genre, des visites de stade, des choses qui font vivre le stade dans sa globalité tout au long de la semaine, tout au long des mois à venir. On a aussi là prochainement le développement d'une restauration sur place avec un restaurant ouvert en semaine et qui pourra être ouvert au public en général, qui là va aussi être un lieu de passage. Le but en fait de toute cette diversification est de pouvoir au travers de l'activité,
créer du lien social et d'en faire un peu un lieu de vie, faire que le stade, en plus de tout le confort du centre-ville, soit un lieu de vie au quotidien. Dans nos activités, ça se développe aussi sur ces axes-là. Excellent, merci. J'avais en tête des exemples aussi intéressants de dialogue avec les parties prenantes dont tu parlais en introduction, Alizé. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour améliorer les externalités négatives, entre guillemets, d'un stade avec les clubs de supporters ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez ce dialogue, voilà, justement, pour innover et bousculer un peu les modèles traditionnels du sport? Oui, donc sur ces discussions liées à l'entreprise à mission, on a eu des échanges avec les parties prenantes et après ce passage, on est encore du coup dans ces discussions justement pour instaurer un dialogue avec les parties prenantes. L'exemple concret dont on avait un peu échangé était autour des supporters avec qui on essaye d'amener cette démarche et cet engagement auprès de tous. Donc les supporters sont les premiers touchés à ce niveau-là, puisque là, on va être à peu près à 10 000 abonnés sur cette saison sportive. Donc, ça faisait sens qu'on puisse les amener dans notre démarche. Un exemple concret, donc on est parti du constat qu'on voulait faire vivre des émotions à ses abonnés, ce grand public, mais qu'on voulait aussi les sensibiliser et les amener à être acteurs de la démarche, qu'elle soit au niveau social ou environnemental. On a instauré du coup une fois par mois des réunions avec les groupes de supporters et avec les supporters en général pour pouvoir échanger sur les dynamiques, l'évolution du club, les sujets de mois en mois. Et si on doit descendre un peu petit à petit l'échelle, ça a donné lieu à ce qu'on du coup puisse donner des limites à ces groupes de supporters pour les jours de match par exemple sur des animations plus précises quand chaque match, on a des animations autour de confettis, au niveau de poudre, au niveau de son, etc. On a mis un cadre et des engagements avec eux. Par exemple, que on a depuis 2018 déjà plus aucun flyer qui est posé sur les sièges. Donc, c'est ça, multiplié par 13, multiplié par 15 000 personnes, ça monte du coup assez vite au niveau de la pollution. Donc ça, Mhm. c'est un engagement, par exemple. Là, plus lié aux supporters, on leur a demandé que tous les confettis qui pouvaient être utilisés pour les jours de match soient tous des confettis qui soient en feuilles de riz qui puissent se dissoudre sous l'eau, qui est un suivi sur ce traitement des déchets, etc., que les poudres soient toujours des poudres soit de maïs coloré ou des choses qui n'aient pas d'impact environnemental, qui n'aient pas d'impact sur l'humain, sur du côté nocif. Donc en partant d'un constat assez clair, on arrive jusqu'à ce petit détail opérationnel du confetti qui peut fondre sous l'eau, pour Ok, donner un excellent. exemple. Un bel exemple voilà, de dialogue dans le cadre de missions structurées RSE pour faire évoluer les comportements. Olivier, est-ce que tu peux nous raconter dans le cadre de voilà, la mobilisation de l'écosystème et d'encourager les comportements vertueux, ce que gotin.net a mis en place justement pour faciliter la mobilité douce de mémoire? Alors, c'est comme j'ai dit, le principal émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport pour venir jusqu'à chez nous. Alors, ce qui veut dire d'ailleurs que, de manière générale, en fait, le tourisme, c'est pas forcément ce qu'on va faire dans la destination qui pèse, mais comment on y va. Et, et donc, à ce titre-là, il y a justement, là, je suis dans une salle à côté, mais il y a une réunion avec l'ensemble de la Savoie sur l'évolution de la mobilité. Donc, Savoie Mont-Blanc a créé cet outil en partenariat avec une petite start-up savoyarde qui s'appelle Antidote, qui s'appelle Go Savoie Mont-Blanc, qu'on a repris à notre compte, et qui est donc un outil un agrégateur de transport qui permet aux clients qui habitent Metz de se dire, bah, Metz, je vais à Latine, je vais sur l'outil et on propose d'acheter un billet unique avec des transports multiples pour aller jusqu'à Tignes, donc train plus bus, train plus taxi, etc. Donc c'est assez naissant, donc c'est encore perfectible, mais en tout cas, ça donne aux vacanciers, aux clients la possibilité de voir l'impact carbone du transport qu'il va choisir et de lui faciliter l'accès au transport collectif, qui est voilà, le deuxième aspect, entre guillemets,
de la réduction Ouais. de l'impact carbone, parce qu'au-delà de réduire la distance, après, une fois qu'on a réduit la distance des transports, il faut qu'on arrive à trouver le bon moyen de transport pour les faire venir jusqu'à chez nous. Et- Et donc, voilà, dans ce cadre-là, Team Développement offre 40 euros de bons d'achat. Alors, c'est un début. L'idée, c'est de démultiplier un petit peu l'incitation des clients à utiliser cette plateforme Goting. Voilà, Mais, pour tous ceux qui achètent un billet par ce mais biais-là. avec nos clients, voilà, qu'on accompagne sur la stratégie climatique, c'est une des bonnes pratiques, hein, d'avoir des incentives comme ça qui encouragent Mm. des comportements vertueux, puisque ça fait perturber les habitudes du grand public. Donc, c'est important d'encourager financièrement, donc de trouver ces modèles qui permettent de le financer, évidemment. Je le repasse la main à Marie, puisque c'est une table ronde tournante. On doit tous s'exprimer. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ce que vous envisagez sur le rôle aussi des sponsors, parce que tu es là dans une société d'investissement. C'est intéressant d'avoir votre vision du sponsoring responsable quelque part. Est-ce que votre position par rapport à des pledges qui sont naissants, là, on en a vu un très inspirant qui est né à Change Now, le Sport Climate Change, sur le pledge du climat. Quelle est ta position sur ces sujets? Voilà, si tu veux nous raconter un petit peu des projets, euh, voire étendre tes réflexions sur les IBM par rapport à l'introduction d'Elisabeth, qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite? Bien sûr. Le Sport Climate Pledge, ça a été créé avec 17 Sport notamment, qui est un de nos partenaires depuis le début à la Global Sport Week. Donc là, je vais reprendre plutôt ma casquette Global Sport Week. Mais c'est vrai que sur les différentes éditions, on a pu voir et donner la parole à énormément d'organisateurs d'événements sportifs aux côtés de leurs sponsors qui ont des démarches vertueuses. Et nous, notre rôle à Global Sport Week, c'est à la fois de pointer du doigt les grands enjeux qui méritent d'être dénoncés et critiqués, mais aussi et surtout de mettre en valeur et de communiquer largement sur les belles initiatives. Donc, c'est des choses qu'on a pu faire à différentes reprises, mais c'est vrai que je vais élargir même. Il y a les sponsors, il y a les organisateurs d'événements, il y a les athlètes, il y a les fans et les spectateurs. Et en fait, chacun à son échelle doit prendre des actions, doit faire son propre travail pour pouvoir réduire au maximum son impact. Et on a différents exemples. Vous l'avez cité précédemment au moment de lister différentes initiatives. On a pu accueillir en 2021, alors en digital puisqu'on était en année encore Covid, Dale Vince de Forest Green Rovers qui est venu expliquer la démarche du club en étant 100% responsable et qui montre que c'est possible puisqu'ils ont des performances qui sont meilleures année après année et de plus en plus de sportifs qui année après année veulent les rejoindre. On a pu avoir, par exemple, l'année dernière, Paris 2024 qui est venu avec Sodexo pour expliquer la démarche de restauration durable pour les Jeux Olympiques, avec les circuits courts, la gestion des déchets, l'intégration professionnelle. Donc, c'est vraiment des choses qu'on cherche à mettre en avant. Et il y a énormément de démarches, je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Et donc, c'est vrai que c'est largement une prise de conscience et de responsabilité et des engagements que les sponsors doivent prendre aux côtés des organisateurs d'événements, aux côtés des athlètes, parce que on a des athlètes qui ont pu venir témoigner en disant qu'ils hésitaient à continuer leur pratique parce qu'ils n'étaient pas sûrs que c'était en phase avec leurs engagements environnementaux, mais qui finalement décident de poursuivre dans leur pratique et poursuivre dans leur performance pour pouvoir atteindre un niveau de performance et donc de médiatisation suffisant pour pouvoir passer les bons messages. Et c'est ça que le sport permet de véhiculer, parce que, comme Elisabeth l'a très bien dit, les enjeux qu'on pointe aujourd'hui sur le sport, c'est des enjeux qui sont partagés dans tous les autres secteurs d'activité, mais le sport a ce pouvoir de passer des messages, d'inspirer. Et donc, le rôle des athlètes, des sponsors, des organisateurs d'événements, c'est d'être les plus responsables possibles, de mettre en place des démarches, que ce soit effectivement, comme l'a dit Alizé, les confettis biodégradables, mais aussi des plus grandes actions pour que petit à petit, on avance collectivement.
Ouais, merci beaucoup Marie pour ces commentaires. Ça fait une belle transition sur notre prochain webinaire, le Fair Play 3, sur le pouvoir d'influence du sport, le sport face au brain print. Après la session 1 footprint, on va s'atteler à la session 3 sur le brain print. Euh, je vois il y en a quelques minutes de la clôture, donc je peux vous laisser peut-être un dernier mot aux invités, Alizé, Olivier, si vous le souhaitez. Puis après, je vais conclure cette heure d'échange. Alors, j'attaque. Désolé, Élisée. Juste pour. Je repense à l'introduction qu'a faite Elisabeth, et effectivement, de parler de rupture. Enfin, nous, on considère l'évolution que doivent prendre nos stations comme une rupture. Alors, voilà, la transition, hein, c'est comme une rampe de skate. On voit ce qu'il y a au bout, et puis à un moment donné, il faut se lancer. Évidemment, ça se lisse un peu dans le temps, mais voilà, on parle de l'impact du sport et de la capacité à faire passer des messages. Aujourd'hui, les stations de montagne, on a bien conscience qu'on doit être exemplaire parmi toutes les autres destinations parce qu'on est dans un milieu qui est protégé, un milieu naturel. Et c'est qu'on a, voilà, le message que je veux passer, c'est qu'elles sont vraiment engagées, en tout cas, les Tignes en particulier, en tout cas, dans une vraie démarche de changement sincère. Et on attend aussi que les clients nous accompagnent dans les vacanciers, dans cette évolution. C'est le cas quand il y a des enquêtes, les gens à 60% indiquent que le critère environnemental est un critère de choix dans la destination. Dans les faits, il y a encore du boulot. Donc, il faut que tout l'écosystème, en tout cas, évolue dans le même sens pour que les efforts qui sont portés, qui sont lourds, qui sont coûteux, parce que la transition il ne faut pas se leurrer, ça coûte aussi, soit aussi récompensé par les clients qui, eux aussi, jouent le jeu et soient aussi dans une logique de sobriété. Voilà. La sobriété n'empêche pas le plaisir de profiter de la montagne, en gardant une Merci. logique d'accessibilité, en tout cas aussi au plus grand nombre. Merci Olivier. Alizé, un mot de la fin? Euh, Comme tu c'est veux. Sinon, rapide. Non, sinon, mais je les garde. rapidement, je pense que tout a déjà été dit. Donc, Ok. non, non, ce serait répéter que l'engagement sportif, bon, comme tous les autres activités, doit avoir du sens. Donc, Ok. je vais pas répéter pour tout ça. Bah, pas de problème. Merci beaucoup donc aux trois invités. Je voulais profiter de ce webinaire qui a lieu le lendemain d'une autre session organisée par nos confrères de l'Association pour la transition bas carbone. C'était hier, le sport face à la transition écologique. Un riche plateau aussi avec notamment Antoine Mich qui a bien décrit les effets d'entraînement sur le terrain là, dans la fédération de foot. Le webinaire est aussi disponible en replay. Je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre ce qui a été dit hier et la logique des IBM et la logique de vos retours d'expérience, messieurs, dames. Donc, je tenais à le dire. Je tenais aussi à remercier toute l'équipe en coulisses d'Utopie. Et il y a du monde qui prépare cette heure de webinaire, hein. Cécile, Inès, Charlotte, Sarah, Victoria, Arnaud. Donc, vous voyez, il y a du monde en coulisses pour pouvoir fournir cet apport de valeur. Et en conclusion, voilà, je trouvais que je l'ai dit tout à l'heure, on est dans cette deuxième session de notre parcours Fair Play. Dans quelques mois aura lieu le Fair Play 3 sur le Brain Print annoncé par Marie. Voilà, clairement, le pouvoir d'influence du sport, il est majeur. Donc, on va organiser ces prochains mois des discussions sur ce thème. Donc, euh, n'hésitez pas à rester abonné à notre chaîne sur ces sujets. Et on vous a remis en image l'ensemble des publications liées de notre think tank Utopie en collaboration avec Bilab, notamment le volume 1, modèle d'affaires à impact. On a vu quelques screenshots là dans nos slides qui tiraient de ce volume 1, qui est très pédagogique et qui donne beaucoup de matière pour innover et justement aller vers l'adjacent, c'est-à-dire aller aux portes des entreprises pour essayer d'innover de manière responsable. En tout cas, c'est la meilleure manière qu'on perçoit pour agir et pour le développement durable. Voilà pour cette conclusion. On vous souhaite une belle journée et à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Au merci revoir. beaucoup. Bonne journée, merci.